Ok, donc on va faire dans l'ordre. D'abord sous Windows, donc création d'utilisateur. Donc là, je vais sur VMware, je prends mon serveur test. S'il veut bien. Ergonomie. On va essayer de mettre un tout petit poil plus gros. Hein. Donc là, par exemple, vous pouvez aller dans outils. Il peut bien me donner la main. Hein. Utilisateur et ordinateur Active Directory. Mais après, si vous faites une autre façon de faire, bah, vous faites la façon qui vous intéresse. Par exemple, de toute façon, après, ce qu'il y a, c'est que comme là, on vous demande aussi de mettre dans des groupes, vous êtes obligé de passer par ici quand même. Parce que le CMD, lui, gère les groupes locaux. Pas forcément les groupes AD, donc c'est pour ça que je le fais directement ici. Oui, qui sont par défaut quand c'est pas de l'AD. Donc ici, je vais faire nouveau. Donc le nouvel utilisateur. J'ai mis vente, je crois. Je l'ai là. Donc j'ai demandé vente et direction. Donc on va commencer par vente. Vente. Là, j'avais pas précisé si le mot de passe devait être changé ou pas. Donc vous pouviez mettre un mot de passe qui n'expirait pas. Mais il faut bien penser quand même à mettre le mot de passe, sinon il n'est pas content. Donc là, je fais la même chose pour la direction. On commence par les pratique. Oui. Direction, la même chose. Mot de passe n'expire jamais. Donc là, à la limite, vous pouvez faire un tri par description, comme ça vous avez bien vos utilisateurs que vous avez créés en haut. Et là, par exemple, je peux faire capture. Nouveau. Et là, je prends ça. Comme ça, je montre que je suis bien dans l'AD et que j'ai bien créé mon utilisateur direction et vente. Et ça, du coup, je viens le coller ici pour la réponse. Ah, on peut répondre par. C'est directement, tu réponds par des screenshots. Tu réponds par des screenshots. C'est ce qui est demandé. Après, vous pouvez éventuellement rajouter du texte, mais normalement, le screenshot que vous avez pris se passe de texte. Parce que si on voit bien les deux utilisateurs, c'est que vous avez su les Moi, je créer. pensais que tu faisais sur les machines et après, c'est corrigé. Derrière, ils corrigent. Non, parce que sinon, ça demande du temps qu'ils aient sur chaque machine et tout. C'est plus rapide à redescendre les fichiers comme ça. Comme ça, ils voient tout de suite, soit tu as réussi, soit tu n'as pas réussi. Donc ensuite, mettre dans un groupe direction et vente. Oui, mais il faut déjà créer le groupe, parce que le groupe n'est pas créé. Vous pouvez le faire dépendre des U. Tu aurais pu faire une rue, mais même à l'intérieur de la rue, il aurait fallu que tu fasses le groupe quand même. Oui.
Mais tu aurais pu faire une OU aussi. Donc là, je mets un S à direction parce qu'on ne peut pas avoir un groupe qui porte le même nom qu'un utilisateur ou vice-versa. Si vous avez déjà un utilisateur qui s'appelle direction, vous ne pouvez pas avoir direction aussi en tant que groupe. Ça marche pas. Là, je mets direction avec un S. Donc, nouveau. Vente avec un S. Et ici, on les voit, nos groupes. On peut refaire la même avec où on voit les deux groupes. Et on montre qu'on est bien dans le bon domaine, que c'est pas une photo qu'on a sortie de son chapeau. Et pareil, on vient ici et on la colle. Donc ensuite, je disais d'aller dans le lecteur E, data. Normalement, si je ne m'étais pas trompé de nom, c'était bien ça. Il est serveur test, il est là. Ouais, dans E, data. Pardon, c'était datas. Et donc, du coup, je demandais de mettre le groupe vente dans les droits d'accès du répertoire vente. Donc, classique, propriété, sécurité. Alors, s'il veut bien. Vente, donc c'est bien le groupe que je demande à mettre. Et je crois que je lui demandais contrôle total. Ouais, c'est ça. Et donc ici, du coup, vous pouvez mettre comme ça, propriété de vente. Ici, on voit qu'il y en a le E data vente. Et là, par exemple, vous pouvez faire cette capture-là. Avec les droits qui sont demandés. Donc après, des fois, ils demandent les droits NTFS, des fois, ils peuvent demander de le mettre dans le partage. Donc si la question, c'est le partage, eh ben, on va dans l'autre onglet pour mettre les éléments qui sont demandés. Donc là, bah, c'est vente que j'ai fait. Voilà. Et là, j'avais aussi direction et qu'il n'y ait que direction et administrateur qui soient autorisés à accéder au répertoire. Et on peut aussi gérer des autorisations depuis Le partage. Oui, c'est la même chose. oui. Mais c'est juste que des fois, ils vont poser la question par rapport au droit NTFS. D'autres fois, ils vont poser la question, ils vont vous demander de faire du partage, de gérer les droits d'accès des fichiers au niveau du partage. Moi, j'ai une question. Hmm. Moi, j'ai fait désactiver l'héritage. Ouais. Bah, ça supprime plein les flux. Il restait quoi administrateur Ouais, parce que t'avais pas fait hériter, t'avais fait la deuxième option effacer. Non, j'ai fait désactiver l'héritage. Ouais, mais Je quand, ne pouvais pas effacer ouais, mais quand tu désactives l'héritage, tu as deux choix. Tu avais une question ou tu avais deux choix. J'ai pas une question. Ça a direct enlevé Ah, Après, ça a fait ce c'est que je bizarre. voulais, mais voilà. Ouais, bah c'est bizarre qu'il n'ait pas posé la question. D'habitude, il pose la question de savoir. Il a tout enlevé. Ouais. Non, bah je sais. Là, je sais pas pourquoi il n'a pas posé pour ce coup-là la question. On va essayer parce que de toute façon, là, on va devoir pour la direction, on va devoir désactiver l'héritage. On va voir s'il me pose la question ou si il vire tout directement. Donc dans direction, on va faire désactiver. Bah, là, il est déjà désactivé. C'est pas direction. Oui, c'est sur data, les data en majuscule.
Oui, mais en fait, du coup, data en minuscule, si vous êtes aperçu, il y avait rien. Donc bon, après, si vous avez créé le répertoire, Justement, si vous avez créé le répertoire, c'est pas grave. c'est lui qu'il fallait mettre. Ouais, c'est l'exercice, c'est lui, data. C'est directement. Attends. Dans le lecteur E, dans data, mettre le groupe direction. Donc c'est oui, parce que du coup, c'est bon. Je suis désolé, je suis un peu fatigué. Là, je me suis mélangé. C'est data avec un S où il y avait déjà les répertoires. Pareil, normalement, sauf si vous demande de créer un répertoire, normalement, les répertoires auxquels ils vont vous demander de modifier, ce seront des répertoires qui existeront déjà. Mais là, du coup, c'est data avec le S. Mais bon, si vous l'avez créé, c'est pas grave. Le principal, c'est d'avoir fait l'application. Donc là, bon, l'héritage est désactivé. Je vais effacer les groupes que je n'ai pas besoin pour laisser du coup l'administrateur et la direction en contrôle total. Et donc là, pareil, vous refaites un screen ici. Comme ça. Comme ça, on voit bien. Non, pas comme ça. Pas comme ça, parce que là, on voit pas que la direction est en contrôle total. Et puis, je mets dans mon fichier Word. Voilà, au bon endroit. Faites attention à ne pas vous décaler de questions. Sinon, il y a un moment, ça ne va plus coller les choses. Donc tout simplement, on demande ça, le résultat de l'opération qui était demandée, à coller directement dans le fichier. Donc ici, bah, après, c'est à peu près la même chose dans le Linux. Donc là, effectivement, vous pouvez prendre le Linux 1 ou 2. Il n'y avait pas de différence. Donc là, je disais dans MNT, créer un répertoire entreprise et dedans de répertoire vente et direction. Donc là, bah, je vais faire sudo mecdir /mnt entreprise. Ensuite, je vais dedans et sudo vente et direction. Oui, sudo mecdir par contre. Oui, tu me disais. Non, c'était en fait juste par rapport au MKD, t'as pas mis. Oui, effectivement, si je le mets pas, ça va moins bien marcher, forcément. On peut faire sans sudo. Non, parce que le répertoire MNT par défaut, il est en route. C'est parce que oui, c'est vrai que ici, là, effectivement, je vous ai donné route. C'est juste que par habitude, je mets tellement l'habitude de mettre sudo. Mais effectivement, là, comme vous êtes sur l'utilisateur route, vous n'êtes pas obligé dans ce cas-là de mettre le sudo. Ça, c'est sûr. Mais c'est tellement par habitude que du coup, je l'avais mis. Et j'avais oublié la commande par contre mkdir. Donc là, on voit qu'on a bien nos deux répertoires qui sont bien dans MNT. Donc on va faire une petite capture aussi. Donc là, juste ça, ça suffit. Bon, si vous voulez prendre la commande mkdir que vous avez fait, vous pouvez aussi. Mais c'est pour montrer qu'à la fin, on a bien nos répertoires direction et vente.
On ne montre pas les commandes qu'on fait, on montre les résultats. Tu peux les mettre dans ta capture, c'est parce qu'elles sont juste au-dessus, mais c'est pas une obligation. Parce que de toute façon, normalement, c'est que t'as déjà, tu sais les commandes si tu as réussi à les créer. Le jour de l'examen, on va faire avec les CPC. Oui. Mais pas la peine de ranger des trucs dessus. Ouais, ils vont être bien utilisés. Oui. Tu crois pas que tu crois pas que je vais m'amuser à faire 15 fois les mêmes manips à la main? Je suis pas fou non plus. Donc c'est pour ça que si vous avez des trucs à récupérer des machines, il faut les récupérer d'ici mardi. Ou vous les mettre sur un drive ou quelque chose. Mais en tout cas, de toute façon, même la session que tu vas utiliser, de toute façon, ça sera une session spécifique pour l'épreuve. Ça ne sera pas ta session à toi de ton PC sur lequel tu vas travailler, de toute manière. Donc ensuite, je les ai donné les accès à lecture, vente, lecture, écriture, exécution à vente et lecture, écriture pour le groupe vente. Donc là, du coup, il faut créer des groupes. Donc déjà, on va faire un add group vente. Donc là, on a créé le groupe vente. Je vais faire la même chose pour direction avec AS comme tout à l'heure. Quand tu crées l'utilisateur, oui. Mais là c'était pour dire que les groupes, en fait, en général, c'est fait pour pouvoir mettre d'autres personnes que le propriétaire, en fait, du groupe en lui-même. Parce que si tu crées vente et que tu mets que le répertoire groupe, c'est vente, ça peut marcher, mais il faut quand même aussi penser à rajouter après des personnes dans le groupe vente si c'est demandé. Donc du coup ici, j'ai rajouté mes deux groupes. Mais là maintenant, du coup, il faut aussi que je crée les utilisateurs. Oui. Pour l'instant, on a juste là, j'ai créé des répertoires. Ensuite, j'ai créé des groupes. Mais pour l'instant, j'ai pas fait la relation entre les groupes et les répertoires pour l'instant. Donc du coup, je vais créer effectivement maintenant un add user. Add user vente. Et un add user direction. Donc là, comme c'est demandé juste de mettre le groupe vente et l'utilisateur vente en tant que propriétaire, il n'y a pas besoin forcément de mettre de capture d'écran des utilisateurs que vous avez créés. Parce qu'ils savent que les utilisateurs ne sont pas forcément créés à la base. Après, des fois, en réalité, dans le plateau que vous aurez, il y aura des utilisateurs qui seront déjà créés dans le Linux. Donc, s'il vous parle de ces utilisateurs-là, bah, il faudra vérifier si ces utilisateurs-là ne sont pas déjà présents. Comme dans le Windows Server, la machine qui vous est fournie pour l'épreuve, il y a déjà une dizaine de comptes qui sont créés. Et il y a certains répertoires qui sont créés avec certaines autorisations déjà préprogrammées. À tel groupe ou quoi. Voilà, c'est pour le préciser que vous n'aurez pas forcément obligatoirement besoin de créer les utilisateurs. Il y a certains utilisateurs qui seront déjà créés. Mais il peut y avoir aussi le cas où ils peuvent vous demander de créer un utilisateur et de le rajouter à un groupe qui est déjà existant. Changer le propriétaire. C'est ça.
En général, oui. Ou s'il y en a un à créer, les groupes sont déjà créés, il faut le rajouter à un groupe ou un partage, ou un droit. Il y a déjà des éléments qui sont déjà créés. Ce qui est même demandé en général quand on fait le plateau, c'est si par exemple dans le Windows, dans la machine cliente Windows, on doit, on, on doit se connecter à tous les utilisateurs de l'AD en amont pour que vous gagniez du temps, pour que vous n'ayez pas l'écran bleu bienvenue et tout, si jamais vous devez vous connecter avec un de ces utilisateurs-là. Donc c'est pour ça que je dis que je ne vais pas m'amuser à faire 15 fois les 15 fois les 15 comptes sur chaque machine à la main. Je vais prendre une machine, je vais la préparer comme il faut et je vais faire un clone derrière. Je vais pas me... j'ai déjà fait pour un moment où pour aider, mais c'est pas pratique. Donc les utilisateurs ont déjà été connectés même sur le Windows client, comme ça, si jamais on vous demande de connecter, vous n'aurez pas besoin, vous n'aurez pas de temps à perdre. Oui. Qui fait le plateau de l'examen. On a le cahier des charges qu'on doit suivre, mais c'est pas, les machines ne sont pas fournies toutes prêtes. C'est à nous de le faire, de préparer le plateau, de mettre les bons réseaux et tout qui sont demandés. Après, on a droit de changer les réseaux si il y a une incompatibilité. Mais il faut juste que du coup, on le précise sur le plan et sur les feuilles qu'on vous donne d'accès, quelles sont les bonnes adresses, si jamais on les change. Non, et du coup, j'ai que quelques jours après vous pour le faire. Donc, on a créé nos utilisateurs, nos groupes. Et maintenant, du coup, si on fait un ls-l, on voit que pour l'instant, le root, c'est le propriétaire, et c'est le root, c'est aussi le groupe utilisateur. Donc, du coup, c'est pas ce qu'on veut. En fait, ça donne les droits. Mais sur le fichier sur le répertoire ou fichier. Courant. Enfin, oui, du répertoire routel. Courant. Après, vous pouvez aussi faire un ls-l /etc. Donc là, ça va te donner le ls-l pour le répertoire etc. sans être dans le répertoire. Mais par défaut, si effectivement, si on ne précise pas, il prend l'endroit où on est actuellement. Donc ls-l, donc on voit que c'est root. Du coup, on va changer les propriétaires. Donc ch own pour changer le propriétaire. Own, c'est pour owner. Donc, on peut ou pas faire un -r. Ici, c'est pas gênant si on le met pas, puisqu'on n'a pas de fichier ni de sous-répertoire à l'intérieur des répertoires où on veut donner l'accès. Mais si on avait des sous-répertoires, si à la direction j'avais mis 2 autres répertoires, si je mets le -r, il va il va faire l'héritage aux autres sous-répertoires. Sinon, il va changer que pour le répertoire direction, juste la racine de direction. Les autres ne seront pas impactés si on ne met pas le R. Le Non. Dans chOwn et chmod, aucun des deux ne sont obligatoires. Ça dépend si tu veux faire juste sur le répertoire, sur un dossier, ou si tu veux faire tous les sous-dossiers. Non, là, il n'est pas nécessaire, mais par habitude. Mais on peut ne pas le mettre, ça va marcher aussi. Donc ensuite, on dit que c'est direction qui va être l'utilisateur propriétaire, puisqu'on ne peut pas mettre un groupe en tant que propriétaire. Et ensuite, on dit que c'est direction avec un S, qui est le groupe direction, qui va être le propriétaire de direction. Là, normalement, je n'ai pas besoin de mettre le chemin complet, puisque le répertoire direction est déjà là. Il est déjà dans ce répertoire-là. Ici, si on fait comme ça, on n'est pas obligé puisqu'il est propriétaire.
Donc il a les droits du propriétaire. Donc si tu donnes les bons droits pour le propriétaire, il va pas être gêné. Par contre, si tu disais que c'était root qui restait le propriétaire, mais que tu voulais que l'utilisateur direction ait droit, à ce moment-là, oui, il faudrait mettre l'utilisateur direction dans le groupe direction. Voilà. Donc là, j'ai fait ça. Si je refais un ls-l, on voit que direction, c'est bien le propriétaire. Et le groupe direction, c'est bien le groupe d'utilisateurs. Donc là, on a fait ça. On va faire la même chose pour vente. Vente. Et répertoire vente. ls-l. Donc là, c'est changé. Alors, je l'ai mis comment? Donc là, pour l'instant, on ne prend pas le screen encore. Parce qu'effectivement, on a changé les propriétaires, on a changé les groupes utilisateurs. Par contre, on n'a pas encore fini la question parce que là, on n'a pas changé les droits. Parce que là, je demande contrôle total. Non. D'accord, oui, c'est ça. C'est le propriétaire vente qui a lecture, écriture, exécution. Le groupe vente, lui, il a que il a lecture, écriture, donc ce qui n'est pas le cas là. Et l'autre, il a lecture seule. Donc, il faut qu'on change ces droits. Donc, ces droits-là, c'est l'autre commande. chmod. Donc, 7 pour le contrôle total. Lecture exécution, donc là je suis normalement l'exécution elle est à 5, donc normalement c'est 4 de mémoire, et ici juste lecture seule, donc lui il est à 3. Si je me suis pas trompé de tête, c'est chmod 7 4 3, et ensuite du coup on dit pour direction. Alors, oui, non, c'est. Oui, non, c'est moi qui ai mal additionné. Le premier c'est 1, la deuxième valeur c'est 2, et la quatrième valeur c'est 4. Donc si je veux, effectivement 7 c'est le total. Si je veux du coup lecture, écriture sans l'exécution, on va être à 6. J'ai fait à l'envers. Et donc là c'est 4, puisque c'est juste la lecture. Voilà. Et là on voit bien maintenant que on a bien RWX. Je vais le zoomer un peu. Là on voit bien qu'on a RWX pour le groupe direction, puisque c'est les 3 premiers. RW, lecture-écriture, pour le groupe utilisateur direction. Et R pour les autres, juste lecture. Donc ça, c'était demandé pour le... Ah bah c'était pour vente en fait qu'il fallait. Ça m'apprendra à lire comme il faut. Donc c'est pour ça que je vous dis de bien prendre le temps de lire, parce que là j'ai relu en travers et du coup je l'ai appliqué pas au bon répertoire. Et donc là on voit bien qu'on a bien les bonnes choses. Et là maintenant vous pouvez faire un screenshot, puisque la demande est terminée. Toutes les autres étapes que vous avez fait entre temps, c'est pas obligatoire.
fichier. Il est là. Voilà. Et ensuite afficher le contenu des fichiers qui contiennent les groupes et les utilisateurs. Donc, soit vous pouvez faire 4 etc/groupe. Et donc là, bon, vous prenez pas tout l'écran, vous prenez un morceau là, vous prenez les dernières lignes. Donc ça c'est pour groupe. Là vous pouvez préciser fichier groupe. Et le deuxième, vous pouvez faire get end ou à nouveau le 4, peu importe. Et passe WD. Ce qui donne la liste des utilisateurs. Donc là pareil, on refait une capture. Avec le nom du fichier qu'on a scanné. Donc c'est juste ça qui était du coup demandé. Alors ensuite téléphonie. Donc du coup on va aller vérifier l'adresse du serveur PBX. Parce qu'il est activé. Il m'a donné que de l'IPv6. Non, il m'a donné que de l'IPv6. Non, ça c'est la boucle locale. Donc c'est pas ça qui va me permettre d'arriver. Bon, je vais le rebooter vite fait. Ce que j'ai fait, je vais mis le NAT sur le VLN36. Ouais, bah là ça c'est ce que j'ai fait. Donc à moins que je me sois mélangé. Ah oui, ok. C'est parce que celui-là il est en 11 et il n'est pas dans le 1. C'est le 1 mélange, donc ça devrait mieux marcher effectivement. Allô? Ça mec qui me laisse taper. On met le VMnet 30 en 76. Toutes les machines qui sont dessus, elles passent automatiquement, elles sont sur la réseau. Oui, c'est les configurées sur la normalement, elles étaient censées être sur le même, sauf que là, je me suis aperçu qu'a priori, c'était pas le cas. Oui, mais c'est pour ça que j'avais reprécisé de le mettre sur le 11, mais en fait, il y a des machines qui n'étaient pas forcément, donc ça peut pas marcher. Ça peut compliquer un peu les choses. C'est pour ça, de toute façon, dans l'examen, vous n'avez pas, en 1h30, vous n'avez pas le temps d'installer les machines. Non, mais c'est que je crois que les. Pas qu'ils nous fassent toucher au réseau, hein. Normalement, vous n'aurez pas à y toucher au réseau. C'est la communication téléphone.
Hein? Ça sera eux-mêmes qui vont configurer. Ouais, mais c'est peut-être à cause de ça, du coup, il y avait peut-être des problèmes C'est ça que ça marche pas. de VM qui n'étaient pas sur les mêmes VM, en fait. Est-ce qu'il y a une manipulation à faire du route À faire pour quoi? Pour, pour que le PC et le téléphone du virtuel ils soient dans le réseau? normalement, si t'es en NAT, il n'y a pas besoin. Ok, bah c'est intégral. Ouais. Normalement, si t'es bien sur le réseau NAT, normalement, ça doit accéder tout de suite. Donc, Ou j'aurais pu essayer de mettre en bridge, ça aurait été quelque chose. oui, aussi, mais normalement, de toute façon, elles sont pas censées être en bridge. Voilà. Mais bon. Après, c'est sûr que si ils vont le voir que tu étais en bridge par rapport à l'adresse. Donc, si tu donnes pas l'adresse du serveur que tu as utilisé, normalement. Si je leur dis que je suis passé en mode oui, oui, voilà, ça, tu peux leur expliquer, bah, ça voulait pas marcher. Mais après, ça correspond plus exactement au schéma non plus demandé. Mais bon, ça prouve que tu peux arriver effectivement à te débrouiller. Donc voilà, là je suis bien dans le bon, donc ça marche mieux. Donc là, comme je suis en NAT, je vais essayer d'y aller à partir déjà de celle-ci. À partir de la machine physique. Donc là, ça a marché. Donc c'était admin 1, 2, 3 soleil. Donc après, il fallait aller dans post parce que je demandais du coup de rajouter une ligne. Parce que là, on a quelques lignes qui seront créées. Dans la vraie machine FreePBX, c'est pareil, vous aurez quelques utilisateurs qui seront déjà créés. Mais il faut savoir quand même rajouter un autre poste. Donc ici, c'est le poste SIP qu'il faut choisir. Donc l'extension, je demandais l'extension 2000 pour la ligne. Le nom affiché, je demandais test TSSR. Obligatoire, ça. Il n'est pas obligatoire, mais comme là c'était demandé dans l'énoncé. Non, mais pour faire fonctionner le 3CX, pas besoin de ça. Non. Non, ce que vous avez besoin, c'est au moins l'extension utilisateur et le secret du coup. Donc là, je vais mettre un classique. Donc là, bah, s'il vous demande de créer un nouvel utilisateur, bah, et qu'il vous demande un nom spécifique, bah, à ce moment-là, vous mettez use custom username. Si je veux l'appeler TSSR comme le nouvel utilisateur, au lieu de l'appeler test TSSR. Et là, vous faites soumettre. L'autre code, non, l'autre code, il sert en fait si on veut utiliser l'interface de l'utilisateur lui-même, où oui, à partir de cette interface, on va pouvoir voir les lignes qui sont en train d'arriver pour pouvoir les décrocher et tout. En fait, on va pouvoir gérer la file d'attente des appels en cours pour pouvoir récupérer tel ou tel téléphone. Là, c'est plus le mode où quand tu es au téléphone, à la hotline, et tu as toute la liste des appels qui se mettent en file d'attente, et toi, tu prends les appels au fur et à mesure à partir de ton interface utilisateur. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut connaître ton mot de passe utilisateur, pas de la ligne. Donc là, j'applique la configuration pour qu'ils reconnaissent bien ma ligne. Voilà. Et donc, du coup, je demandais de configurer. Alors, donc là, de rajouter la ligne. Donc maintenant, je peux faire déjà une capture. Parce que là, j'ai ajouté ma ligne. La ligne 2000 qui s'appelle TSSR. Test TSSR. Donc là,
je demandais, bon, ça c'est pas la peine de prendre un screen, mais c'était moi qui le reprécisais, de mettre les machines en muet pour éviter que ça sonne dans tous les sens quand vous Comment on faites fait les ça? tests. Hein? C'est pas sur le 3CX là? Non, bah là tu coupes le son du PC, Voilà. tout simplement. Les PC, tu coupes les sons et puis c'est tout. C'est juste que pendant l'examen, c'est dérangeant si tu fais un test de téléphone et que ça sonne dans le haut-parleur, quoi. Pour les autres, c'est pas forcément agréable. Donc là, c'est pas la peine de prendre un screen. Donc configurer la ligne 1001 dans le Windows 10 virtuel et la ligne 2000 sur la machine physique. Donc je vais commencer par le poste physique. Donc là, je vais l'appeler test TSSR. Donc le ID c'est test TSSR normalement. La ligne du coup j'ai dit 2000 et le mot de passe. Et après ici de bien mettre l'adresse du serveur sur lequel on veut récupérer les informations. Donc s'il n'hésite pas à m'embêter normalement. Voilà. Donc normalement si vous avez rentré les bonnes informations. Ouais, bon, donc là, bah, avant d'appeler le 1001, il faut que je le configure déjà, parce que pour l'instant il n'est pas configuré. Il n'est pas encore. Non, la ligne existe dans le FreePBX, mais dans la machine Windows client, il est où? Bon. Ouais, c'est pas grave, je vais y aller par ici, ça va marcher aussi. Mais des fois les miniatures, j'ai du mal à m'y retrouver. Bon, Ah, là, vous avez aussi installé un FreePBX. Non, je dirais. Non, là j'ai récupéré. C'est les mêmes machines qui ont servi. Sur le même serveur FreePBX, mais qui a créé l'identifiant vient de. Là, oui, sur le serveur du PBX, je lui ai demandé de créer la ligne 2000. Oui, là, c'est ce qu'on vient de faire. Ouais. Mais sur le PC client, il fallait faire quoi? Configurer la ligne 1001, qui était déjà créée, mais qu'il faut configurer. Ouais. Pour faire un appel entre les deux. Ah, donc. 1001. Ouais, alors est-ce que j'ai bien mis le bon mot de passe? Je sais pas, je vais aller vérifier. Parce que je sais plus ce que j'ai mis. Est-ce que j'ai mis le classique ou pas? Ouais. On pouvait déjà lancer. Ah. Oui, mais je crois qu'il m'avait dit qu'il n'était pas au nous, pour pouvoir vérifier. Peut-être que je vais pas laisser assez de temps. Ah, il n'arrive pas à accéder au serveur. Est-ce qu'il a bien une IP au moins? Il est sur le réseau 72. Non, il n'a pas d'IP. Je vais déjà faire un renew. Ou le configurer manuellement. Oui, mais bon, normalement, il devrait y avoir celui de VMware, mais si ça se trouve, je l'avais peut-être pas mis au bon moment. C'est DHCP et VMware? Oui, là, normalement, là, je l'ai laissé avec le DHCP de VMware. Alors, je vérifie quand même, parce que je ne me suis pas trompé dans mes trucs aussi. Ah oui, c'est pour ça. C'est mélangé. Hop. Normalement, juste pour l'IP, juste pour le DHCP, t'as pas besoin de redémarrer. Tu vas pas faire le boot? Non, t'as pas besoin. Le ipconfig/renew, il te relance ton DHCP, ta demande DHCP. C'est pour ça que je les essaie de le faire. Je crois qu'il fallait faire un reboot. Non. Parce que sur Linux, c'est ce qu'on faisait.
Et même si on faisait un apply, je crois, Oui, mais plus ça NetPlan, reboot après. non, normalement, tu n'as pas besoin. Sauf s'il y a un problème avec la config, mais normalement, t'as pas, si tu fais le NetPlan apply, ça fait la même chose que de désactiver et réactiver la carte réseau. Donc voilà, là, on l'a mis, donc logiquement, voilà. Là, on est en on-hook. Et donc là, bah, on va faire un appel vers le 2000. Donc là, et là, on va faire par exemple Nankoak ça sonne. On va faire une capture. Où là, on voit on appelle la 2000 et on voit qu'on est appelé par la 1001 sur l'autre côté. Bon, je vais peut-être la réduire un petit peu pour que ça tienne la page d'avant. Voilà. Et donc bah, là, en fait, en réalité, c'est même en dessous de cette ligne-là qu'il faut le mettre. Faire le test d'appel entre les deux lignes. Ça, on voit bien qu'il y a, à partir de celui-là, on appelle la 2000 et on voit que la 2000 répond en disant qu'elle est en train d'être appelée par la 1001. Donc ça veut dire qu'on a bien configuré nos lignes et que tout s'est bien passé. C'est juste ça. Ok. Du coup, quelqu'un peut arriver à me remplir les commentaires ou pas là, pour le premier script déjà. C'est ça, effectivement. C'est pour l'authentification. Voilà, là ici, on peut mettre déjà que on configure les variables. Parce que quand on a $1 devant, ça veut dire que c'est une variable. On leur affecte des valeurs. Oui, pour lui donner une valeur, pour après réutiliser toujours la même valeur plutôt que de la mettre à la main. C'est plus simple des fois d'appeler la variable que plutôt que de retaper ce mot de passe là à chaque fois et de le remettre à chaque emplacement où il y a le mot de passe. Donc effectivement là tout simplement le commentaire c'est dire qu'on configure les variables sur ce bloc là. C'était les commentaires, ça correspondait pour ce bloc là. Après vous pouvez préciser oui, vas-y. Oui, les commentaires. Après, si tu veux, tu peux expliquer les variables au UNEM pour l'OU, au UPass pour le chemin de l'OU, username pour le nom d'utilisateur. Déjà au moins dire les variables et à quoi correspond le bloc. Si tu veux mettre plus de détails, tu peux. Mais après, non, on ne demande pas une disserte non plus. Si déjà tu as bien mis à quoi correspond le bloc, ça veut dire que tu as déjà quand même compris que c'était des variables et à quoi correspondaient les choses qui étaient en dessous. Donc on n'est pas obligé forcément de mettre tout le détail. Déjà au moins tu sais que les 4 lignes c'est des variables déjà. Donc après, tu peux le déterminer, tu peux le préciser ou pas. C'est un commentaire, c'est ça. Pas besoin de tout expliquer. Au pire, si le jury a besoin de choses, d'informations supplémentaires, eh ben, il te posera la question quand tu seras en face de toi. Donc comme ça, si tu sais effectivement de toute façon à quoi ça correspondait, ben voilà, tu leur dis, bah, du coup, cette variable-là, c'était l'OU, le chemin de l'OU dans par rapport au domaine, puisque le domaine c'est exemple local, exemple, ça, ce qui vous fait égal exemple.local, et l'OU c'est par rapport au nom de l'OU qui a été déterminé juste avant. Hein? DC c'est domaine contrôleur. Et en fait du coup,
t'as des domaine contrôleur. Donc en fait, c'est à chaque fois ton domaine, quand tu le fais en ligne de commande, ton domaine est créteil.rf par exemple, ça va être DC Créteil, DC RF. Et si tu étais dans un sous-domaine, par exemple france.créteil.rf, ça serait DC France, DC Créteil, DC RF, toujours le même principe. DC, ça permet d'identifier le domaine en ligne de commande. Et après, bah, c'est le nom de l'utilisateur et le mot de passe à utiliser pour le reste. Donc ça, c'était pour le premier bloc. Ensuite, le deuxième bloc. Pas une alternative. Non, effectivement, c'est pour créer une nouvelle. Il y a un new AD. Oh oui. Oui, mais c'est new AD, c'est le début général pour créer des nouveaux éléments dans l'AD. Et après, on précise Organizational Unit juste derrière l'AD. C'est collé. En fait, c'est la même commande. C'est du PowerShell. Par exemple, on pourrait avoir, c'est ce qu'on va voir après en dessous, new AD user. Donc ça, du coup, quel est le troisième commentaire? C'est ça. Utilisateur AD. C'est ça. Créer un nouvel utilisateur dans l'AD. Parce que ici, c'est new AD et juste derrière le AD, il y a user. Bah, ça pourrait être new AD group, par exemple, pour créer un nouveau groupe en ligne de commande. Donc, ça, en fait, c'est pour dire que derrière, il va convertir le mot de passe qu'on a mis en clair, il va le convertir en sécurisé après, quand il va lancer la commande. Mais parce que pour l'instant, dans le script, on le force à utiliser le mot de passe en clair. String, c'est en lettres, non? String, oui, c'est ça. C'est en... non, string, c'est un élément. C'est pas que des lettres, c'est un enchaînement de caractères, normalement. Ça peut être des chiffres de lettres avant, parce que dans les langages, c'est juste la lettre. Ben non, parce que là, du coup, notre mot de passe, il n'a pas que des lettres, il a aussi des symboles. Ben après, on peut avoir un string où on va dire qu'on accepte que des lettres. Je crois qu'on peut mettre des trucs, mais là, non, c'est comme un 3 semaines. Non, ça peut être aussi hexadécimal. Oui. Mais string, effectivement, la base, c'est un enchaînement de caractères. Non, pas forcément pour concaténer, mais enfin, c'est pour dire que l'ensemble de caractères qui va suivre, qui est du coup le mot de passe, va être converti en élément de sécurité pour pas qu'il soit en clair derrière. Il est en clair uniquement le temps de lancer la commande. Et après, bah là, du coup, le chemin. Et c'est quoi le plain text force? Ça, du coup, on le force à utiliser un mot de passe qui n'est pas encore crypté, qui est en clair. C'est-à-dire en plain text, ça veut dire qu'il est lisible. Il est lisible normalement, il n'est pas encore haché, il n'est pas crypté encore le mot de passe. Et justement, c'est ça ici, c'est convert to secure string. C'est on convertit le mot de passe qui est en clair dans un cryptage pour qu'il puisse pas être récupéré comme ça. En cas d'attaque sur le domaine, contrôleur de domaine, les gens peuvent pas récupérer les mots de passe des utilisateurs parce qu'ils ont été cryptés. Mais au moment de lancer la commande, par contre, le mot de passe n'est pas encore crypté. Mais c'est dans une base de données ou... Oui. L'AD, c'est une base de données, en fait. Oh. Donc tout est stocké... Oui. C'est dans les trois... tu te rappelles, quand on transforme l'AD, les trois lignes que je vous ai dit qu'il n'y a pas besoin de changer. Le 6 vol et tout. Oui. Ça, en fait, c'est l'emplacement des bases de données de l'AD. D'accord. Dans ces répertoires-là que sont stockées les bases de données de l'AD. Mais il précise bien que c'est des bases de données. D'accord. Donc du coup, effectivement, toi qui as fait de la programmation, du coup, tu dois reconnaître des trucs que tu peux retrouver dans des bases de données. Ouais, un peu.
Et donc passe OU, ça veut dire que du coup, il va mettre directement l'utilisateur dans l'OU département i.it. Ce ne sera pas à vous de le déplacer dans le U avant, à la main. Donc là, c'était juste ça. Et je demandais la modification du script si on veut que les nouveaux utilisateurs aillent directement dans vente comme OU. Du coup. Ouais. Ouais. Ça, c'est quand vous créez l'OU en mode graphique, il y a toujours la petite case qui est cochée pour éviter la suppression accidentelle. Et c'est ça en fait. Protect for accidental deletion. Tout simplement. On active en fait. Hein, on active la protection pour qu'elle puisse pas être supprimée par erreur. Faut vraiment aller, parce que vous avez vu toutes les manips qu'il fallait pour pouvoir la supprimer derrière. Je crois que maintenant il le fait par défaut. Oui, par défaut, quand on le fait en graphique, c'est fait. Mais quand tu le fais en ligne de commande, pas forcément. Si tu le précises pas, il le coche pas. Par contre, en mode graphique, oui. C'est par défaut, c'est coché. Donc voilà, c'était ça qui était demandé dans la lecture. Et après, du coup, c'était une petite modification pour modifier le script pour que les nouveaux utilisateurs aient dans l'OU vente c'est ça. Effectivement, ici, si on reprend le OU c'est ça. Bon, l'utilisateur, éventuellement, on peut le rechanger, mais c'était surtout pour dire que voilà, si on veut l'envoyer à un nouvel utilisateur, quand on change la valeur de la variable. C'est ça. Il y a juste besoin de changer la variable. C'est ça. C'est l'avantage d'un script. Et des variables. Avec les variables, on n'est pas obligé de modifier le script à chaque fois. Parce que sinon, si on n'avait pas les variables, il faudrait qu'on le modifie ici. Il faudrait qu'on le modifie ici. Donc bon, là, il y a que deux, mais des fois, les scripts sont plus compliqués et il y a plusieurs endroits où on retrouve les mêmes éléments. Et donc, du coup, si on a 5 fois le truc, si on n'a pas de variable, on est obligé de changer à 5 endroits à la main. Et donc, du coup, si on a pas mal à faire, on risque d'un moment ou à un autre d'oublier sur les 5 d'en changer. Et donc, du coup, ça va poser un problème parce que ça va pas arriver au bon endroit ou quoi. Il y aura un conflit quelque part. Donc voilà, c'était pour le PowerShell. Et ensuite, du coup, le deuxième. Pour remplir les commentaires. C'est pareil. Hmm. C'est pareil, on a fait des valeurs. C'est effectivement le même principe, c'est des variables. On a fait des valeurs qu'on va réutiliser. Définition de variable. Après, on fait une condition. C'est juste que sous Linux, il n'y a pas forcément le dollar pour mettre le set, il n'y a pas besoin de mettre le dollar devant. Mais s'il y a égal, ça veut dire qu'on donne une valeur à l'élément qui est devant. Là, on est sous Linux. De toute façon, si vous voyez bin bash en haut, ça veut dire que vous êtes sur du Linux. Bin bash, c'est pour lancer la commande. C'est pas que ça va lancer la commande. On peut faire fonctionner un script sans le bin bash, mais c'est juste que le bin bash force à utiliser l'interpréteur de commande bash pour exécuter le script. On n'a pas besoin. Parce qu'on n'a pas besoin, parce qu'en général, sur le Linux qu'on a, par défaut, c'est le bash qui est utilisé. Ouais. Mais des fois, tu as des Linux, ou si tu as modifié ton Linux pour dire que au lieu du bash, par défaut, tu utilises un autre interpréteur de commande.
bah, du coup, tu peux avoir des scripts qui vont pas forcément être compatibles avec Oui, vous nous aviez dit ton, ça une fois. ton interpréteur de commande. Les instructions aussi Oui, ne passeront pas. c'est ça. Mais effectivement, dans la théorie, si on est bien déjà en bash comme interpréteur de commande de base, par défaut, on n'est pas en réalité obligé de le mettre. Mais par habitude, c'est mis. Parce que le bash, il est quand même installé dans tous les Linux, même si on ne le met pas par défaut, il est quand même installé dans la plupart des Linux. Mais bon, vous prenez par exemple un Kali Linux qui est fait pour les tests de pénétration et de choses comme ça. Lui, je crois il y a 58, 58 versions de shell d'interpréteurs de commandes qui sont disponibles dedans. Donc, par défaut, c'est peut-être pas le bash qui est utilisé. Donc, du coup, c'est pour ça que dans le script, vaut mieux le mettre, pour être sûr. Sauf si on est sûr que le script qu'on a mis, il n'aura pas de problème à être interprété par un autre interpréteur de commande. Oui. Question, ça n'a rien à voir. Quand vous faites facultatif dans cette version, on peut supprimer? Si ça te gêne, oui, mais sinon c'est pas obligé t'es pas obligé de le supprimer non plus. Parce que après, des fois, si tu essaies de supprimer des trucs, ça peut risquer de te flinguer ta mise en page. Donc, des fois, faut pas forcément les supprimer. Juste dans le sommaire, supprimer les éléments qui sont facultatifs. Donc ensuite, le deuxième. Ah, un petit peu plus que ça. On peut vérifier quelque chose. Vérifier dans le chemin s'il existe. Effectivement, déjà, il vérifie si le groupe existe déjà. Ça envoie un message. Si il n'existe pas, il le crée. Parce qu'on retrouve le groupe add de tout à l'heure. Il va nous afficher une réponse. Oui. Et dans tous les cas, soit il l'a créé, donc il dit que tel groupe a été créé, selon la variable groupe, ou il dit si le groupe existe déjà. Juste le grep, en fait, va vérifier si un élément existe déjà dans le fichier ETC group. C'est une recherche, en fait. Oui. Le grep, en fait, c'est une recherche. Il va lire dans le fichier groupe si le nom de l'OU, si le nom de la variable existe déjà. Zen, c'est si jamais, c'est après d'abord il va lire, et ensuite Zen, c'est ensuite. C'est la réponse, en fait. C'est la réponse. Donc soit il ajoute le groupe, sinon else. Ouais, si il dit qu'il existe déjà. C'est du binaire, en fait. Soit c'est vrai, soit c'est faux. C'est ça. Là, il n'y a pas de multi. Oui. Non, là, dans ce cas-là, vous aurez en fait le fichier. Si, il y aura faire une capture d'écran, parce que le fichier sera déjà dans le Linux. On vous dira le script se trouve à tel endroit, enfin tel script se trouve à tel endroit, et de mettre les commentaires qui vont bien dedans. Donc il faudra prendre un script. Tu mets pas sur le même fichier, le fichier Microsoft, sur le Word. Non, c'est de la manipulation, donc le script que vous aurez à regarder sera soit dans l'Active Directory, soit dans un des Linux, ça vous sera précisé dans l'énoncé. On n'aura rien à rajouter au script, à modifier le script, il faudra juste le commenter. Ah, si, en général, il y a une petite modification qui peut être demandée, genre de changer le fichier à partir duquel il fait référence, parce que là, le chemin à l'intérieur ici, à la place d'OU, on pourrait avoir, à place de la variable ici, on pourrait avoir un nom de fichier, une valeur, un endroit de fichier, et il pourrait dire, modifier le script pour qu'il utilise un autre fichier, un autre fichier. Donc du coup, il faut modifier le chemin du fichier dans le script. C'est dans le ETC, on change ETC / on met un autre nom. Oui, enfin en fonction de ce qui vous est demandé dans le.
si par exemple le fichier, il a les références, il était dans slash home, slash user, slash élève.txt, qu'il allait lire, et bah du coup, il va peut-être vous dire, faites en sorte que le script fonctionne en utilisant le fichier slash home, slash user, slash group à la place. Donc du coup, dans le script, vous faites une copie du script et vous mettez le nouveau chemin à la place, par exemple. Hein? On change l'emplacement. Oui. Tu changes l'emplacement du fichier utilisé par le script pour la lecture. Souvent, c'est des petits trucs un peu comme ça. Hein? Oui, c'est ça. Oui. Oui, mais les scripts peuvent être sous Linux ou sous PowerShell. Non, mais oui, il y a des trucs qui reviennent, c'est des langages similaires. Mais je veux dire, là, tu vois, groupe, tu retrouves groupe add, l'autre tout à l'heure, c'était add group qu'on avait utilisé. Hein? De quoi? Echo, oui, c'est ça affiche un texte. Ça affiche un message. Et ensuite, le dernier. Je crois que PowerShell par rapport à. En général, pour faire tout ce qui est les scripts, les instructions. Ça dépend. Après, il est assez. Il est puissant et tout, mais il a l'avantage d'être quand même assez simple, on va dire, dans ses valeurs. Il est très orienté aussi de base pour la gestion de l'AD. Je sais pas, c'est une question de point de vue. Oui, enfin, il peut. Après, il est plus simple. PowerShell va être plus simple et plus performant pour gérer l'AD que le CMD. Ah, juste 30 secondes encore, il reste juste le dernier commentaire. Après, je vous lâche, promis. Donc voilà, là après, on est un peu pareil. Il va vérifier le nom de l'utilisateur. S'il est différent de nul, c'est-à-dire qu'il est différent de vide, bah, il dit qu'il existe déjà. Sinon, bah, il fait un user add avec le -m, ça, comme je vous l'avais dit, c'est pour créer le répertoire home, qui va créer dans un groupe qui va porter le nom de l'OU, le nom de l'OU groupe, le nom de cette variable-là. Il va directement le mettre dans un groupe spécifique. Il ne va pas créer un groupe au nom de l'utilisateur. Il va lui dire qu'il va utiliser le bash comme interpréteur et il va terminer par le nom de l'utilisateur. Après, bah, il précise il relie le nom d'utilisateur et le mot de passe pour le changement du mot de passe. Et ensuite, il dit que l'utilisateur a été créé et ajouté au groupe. Donc déjà, si vous lisez même jusqu'au bout, même sans forcément trop comprendre, des fois au bout, ils vous disent que c'est le script. Donc déjà, si vous savez... Il y a beaucoup d'indices. Oui, si vous savez, à la fin, il vous dit qu'il parle de création d'utilisateur et de groupe, bah, du coup, vous pouvez déterminer qu'à partir de là, les commandes, en remontant, vous pouvez déterminer leur fonction. Donc ça sera un script de genre là, mais pareil, j'essaierai de vous donner une petite liste de scripts à lire pour avoir 2-3 autres. Hein? Non, là tu justifies le commentaire. À chaque variable qui était demandée, tu remplis. Là, il y avait 3 blocs, bah, tu remplis l'élément pour chaque bloc et à quoi correspond le bloc. Et après, s'il te demande à la fin à quoi sert le script, bah, tu précises à quoi servait le script. S'il te le demande. C'est un message écho variablement oui, c'est ça. Là, il crée une variable qui porte le nom de l'utilisateur et le. Non, d'abord, il affiche le nom de l'utilisateur et le mot de passe pour l'avoir en clair, et après, il lance la commande change password, qui va utiliser le résultat de la commande précédente, qui va utiliser le résultat de la commande echo variable username, variable. C'est pas plus simple, juste qu'on est déjà tous sur les donc on peut aller faire un chemin, retrouver dans Linux ou le script. Ça mieux de l'avoir déjà tous sur le fichier Word. On a juste à répondre. Non,
Oui, mais c'est pas moi qui fais l'examen. Enfin, je comprends pas le. C'est Enfin, je sais pas. après, c'est parce que du coup, pour faire la modification, c'est plus simple d'avoir le fichier d'origine que de retaper le script en entier. Mais non, on ne demande pas de faire de modification, on demande juste de Non, commenter. Non, de c'est lui le qui a com- demandé Oui, juste de commenter. Mais non, je sais pas ce que- eux, ils demandent de commenter et ensuite de faire une petite modif. Donc, du coup, il faut pouvoir faire copier ton script pour pouvoir faire la modif. T'as fait cette partie. Ça marche. Juste une question. Ouais. Le DP, je peux le mettre le matin. Ah ouais, Oui, demain, c'est C'est bon. pour ça les stories juste de Ouais. les pages. Ok. Et À demain, on revient 17h. vendredi. Ouais. Non, lundi, vendredi, c'est pas Alors, attends, je peux me faire tomber. Rappelle-moi exactement ce que tu voulais avec cette attestation. Là, Ouais, un peu. un jour, je postule chez quelqu'un, je lui montre que j'ai fait un stage sur mon CV, il me demande une attestation. Hmm. J'ai pas De toute façon, l'attestation. il y a la convention qui prouve que Mais tu la as. convention, Bah. c'est la convention, quoi. Il n'y a pas après. Après, bah, si, là, effectivement, après, si, je vois avec M. Bass, si on peut te faire un papier comme quoi pour confirmer que tu t'es bien présenté à ce stage et tout. Sinon, vraiment le pire des cas, tu as toujours la feuille de présence qui est signée par l'entreprise. Oui, même la feuille de présence, en fait, ce que Pas la feuille d'émargement. je connais, il faut avoir l'attestation de stage après chaque stage. J'ai Je passé vais voir. avant le stage et j'ai eu mon attestation de stage. Faut demander au RH. Mais du coup, Ouais, les données. c'était qui t'avait fait l'attestation? Eux En ou fait, j'ai vous? fait mon stage en Tunisie. Hmm. Et le siège qui m'a fourni l'attestation de Hmm. stage. Et après, ici, c'est pareil. Normalement, c'est eux. Bon, je vais reposer la question, sinon on peut te faire un justificatif comme quoi t'as bien fait ce stage. Faut que je repose la question. N'hésite pas à me relancer du coup. Comme ça, c'est effectivement C'est l'entreprise. normalement pas. Ouais, Ouais, c'est l'entreprise. mais j'avoue que Sinon, souvent on ils m'a vont pas posé la remplir question, feuille, donc ils vont l'envoyer à l'entreprise et eux, ils mettent le tampon. ouais, bon, C'est ok, tout, on c'est va voir ça. Je vais revoir ok, avec En M. fait, j'ai Bassama. vu, moi, même au Ouais. bureau, quand j'étais avec eux au stage, il y avait des stagiaires qui ont ramené une feuille pour remplir. Elle est marquée en D'accord, dessous que c'est une attestation de stage. d'accord, ok, bah Et, ok, bah je vais revoir ça. Ça marche. Par rapport dans le jury, il faut un parfum pour faire une présentation de stage. Non, c'est pas le rapport de stage n'est pas obligatoire. Il n'y a pas de rapport et un. Non. Après, si toi, tu as fait un petit rapport à côté et que tu veux le ramener pendant le jury, si jamais il te pose une question du truc du stage et que tu veux le présenter, mais c'est pas obligatoire. Le seul truc qui est obligatoire, c'est le dossier pro. D'accord. Mais un rapport de stage n'est pas obligatoire. Si toi, tu veux en ramener un pour le jour du jury sans forcément le sortir, mais s'il commence à te poser des questions ou quoi un peu plus sur le stage, tu peux l'avoir, mais il n'y a pas d'obligation. Si après tu connais bien ce que tu as fait dans le stage et tout, tu n'es pas obligé forcément de l'avoir formalisé sur papier De toute façon, il ou va sur une poser présentation. des questions par rapport au DP. Déjà, de toute façon, ils vont commencer déjà par t'interroger sur la partie théorique et pratique, éventuellement te demander de faire des manipulations supplémentaires et de répondre à des questions déjà générales. Et après, s'ils ont déjà, tu as bien répondu et tout, qu'il reste un peu de temps et tout, ils peuvent à ce moment-là aller un peu plus sur le DP. Mais ils n'ont aucune obligation d'interroger sur le DP. Ça dépend des formations, parce que moi j'ai fait une autre formation de formateur, là ils sont obligés de poser la question sur le DP. Et le dossier technique. Il y a les deux. Dans la formation, pour être formateur, il y a un dossier technique qui est très, très gros, qui est plus important que le dossier pro. Et il y a le dossier pro, mais par contre, là, pour le coup, ils sont obligés d'interroger un minimum sur le dossier pro. Pas forcément sur les 4 modules, mais au moins sur un des 4 modules. Mais ici, dans celui de l'informatique, il n'y a pas d'obligation. Mais il y a obligation d'en donner un. C'est-à-dire, il va poser des questions,
sur n'importe quel sujet. C'est Il faut ça. répondre direct, il faut Ouais. voir Le niveau, un peu, niveau ce que de tu as, la personne. ce que t'as retenu, Mhm. et tout. De toute façon, à savoir que l'OSI, ils vont forcément te poser la question dessus. Ça, t'y coupes pas. Voilà. Est-ce qu'il y a des anciennes copies des examens, hein, des anciennes examens, Non. même sur Internet, J'ai essayé de rechercher un peu hier et non. Le seul truc que j'ai, c'est quelques fichiers que j'ai retrouvés qui traînaient sur des ordi et qui n'ont pas les questions dessus. J'ai rebasé par rapport aux réponses des gens. D'accord. Mais C'est-à-dire les théoriquement, questions. officiellement, je suis même pas censé avoir vu ces fichiers-là. D'accord. De toute façon, Mais c'est toujours à peu près les mêmes styles de questions, comme je vous ai fait là, qui vont ressortir. Oui, parce que le niveau TSSR, Bac Mhm. plus 2, c'est pas grand chose. Moi, au début, je pensais que c'était quelque chose, mais euh, c'est vrai, on a fait des études plus que le niveau, Mhm. mais le niveau TSSR ne demande pas de cet niveau. Mhm. Pour les offres, c'est ça, tu veux dire? Pour les offres, mais dans le boulot, à Mhm. niveau Bac plus 2, juste pour faire maintenance, des panages, des classements, Mhm. des installations s'il a pris de l'expérience, mais il ne donne pas des trucs compliqués. Ouais, de toute façon, au début, oui, forcément, tu vas jamais arriver, tu vas pas forcément avoir de boîte, tu vas arriver, on va te dire, bah, tiens, configure-moi tout ce, tout ce VLAN-là avec tel serveur et tout, crée-moi le lab, quoi. Mm. C'est sûr. Mais c'est toujours quand même mieux d'avoir ça que d'avoir juste un TAI ou de pas avoir non plus de titre du tout, quoi. Pour la crédibilité et tout, c'est plus. Si à choisir, s'il devait payer quelqu'un au même salaire et tout, ils vont plutôt prendre quelqu'un qui a le diplôme TSSR que quelqu'un qui a pas de diplôme du tout. Bon, sauf si vraiment à côté il a 20 ans de boîte dans des postes assez importants ou dans des boîtes assez importantes. Mais je veux dire, ça, c'est ce que je disais tout à l'heure un peu. Effectivement, c'est pas un diplôme de spécialisation. Ouais. Si c'est ça que tu veux en dire. Mais effectivement, il a l'avantage d'être reconnu par l'État. Après, il y a des certifications sur des éléments plus poussés, mais qui sont pas forcément des trucs reconnus par l'État ou quoi, ou qui sont pas des trucs certifiants. C'est pour ça que si tu prends d'autres formations après, il faut toujours vérifier des trucs plus courts, mais il faut bien vérifier que ça soit bien marqué certifiant. Du coup. Si c'est pas marqué certifiant, tu auras effectivement un morceau de papier et tout pour montrer que tu as fait le truc, mais c'est pas un truc reconnu par l'État. Mais par exemple, une certification CCNA ou Oui, une bon, après, certification, c'est plus fort que même c'est effectivement, le CCNA, il est peut-être pas forcément, on va dire, agréé par l'État, mais il a un tel nom, ouais, il de y a la valeur réputation plus aussi, que il y a aussi la TSSR. réputation de la formation, de la certification, Mm. dans ces cas-là, c'est sûr. C'est sûr que même les certifications Microsoft, elles ont quand même une bonne réputation Ouais, parce aussi. que tout ce qu'on a vu, ça, on peut l'utiliser sur Microsoft. C'est juste, si tu as besoin d'un diplôme, il faut payer, c'est tout. Il y a plein Hmm, de plateformes, surtout en anglais, hmm. tout les données. Oh, non, mais j'ai Et la, pas. la, la, la Si, si, patience, il si va tu arriver. cherches un moment, j'avais trouvé, bah, je crois que je sais plus si je voulais montrer ou pas, un site là qui regroupait, je crois, une centaine de certifications que tu pouvais passer gratuitement sur un peu de tout en informatique, que ce soit du réseau, de la base de données, du développement. Ouais. Et ça te donnait, déjà, si tu passais ça, ça te donnait un certain nombre de certificats et qui étaient certains de chez Microsoft, d'autres de chez VMware Ouais. et tout, que tu pouvais passer gratuitement. Bon, là, effectivement, là, elles étaient tout en anglais, on n'avait pas en français. Ouais, c'est toujours Mais un problème, c'est la langue. hmm, donc, non, l'informatique, c'était quand même à dominante anglais. Non, il faut de l'anglais. Si Plus tu tu, gardes plus tu vas l'anglais, plus tu vas à un niveau élevé, plus ça va être en anglais.
que plus tu vas être à un niveau élevé, plus potentiellement tu vas te retrouver à travailler dans des trucs internationaux ou des gros groupes comme ça où tout le monde ne va pas forcément parler français. Non, même dans Si les d'autres sociétés, j'ai entendu ingénieurs, dans les sociétés, hein? par exemple, j'ai travaillé pas mal de fois dans des sociétés, j'ai vu la plupart des parlent en anglais, c'est plutôt des grandes sociétés Hmm. multinationales. Ouais. Donc effectivement, ils vont pas forcément demander le poste en anglais, mais du coup, pour après si tu veux évoluer dans la boîte et tout, voilà, te mettre ta niveau sur l'anglais ou quoi, en fonction par rapport aux collègues. Donc, mais bon, après, ça dépend. Des fois, il y en a qui forment plus ou moins aussi en interne et tout, qui ont des programmes en fonction Et des il n'y a boîtes. pas des sociétés qui prennent des gens en charge pour une formation, même interne. Oui, bah si, t'as des formations, des sociétés qui vont faire des formations internes aussi. Oui, il y a Mais là, que les du coup, grandes souvent, ça va sociétés être plutôt des entreprises déjà d'une taille assez importante en général, qui ont des fonds, ce qu'ils appellent il y a déjà, tu as ton CPF, mais ces sociétés-là, donc soit vont faire vraiment en interne des formations internes, ou soit elles vont avoir plus de souplesse pour les. Par exemple, si pour toi, tu passer peux des avoir formations ailleurs. ton CPF qui va pas couvrir tout, par exemple, et eux, ils vont abonder ou ils vont doubler ton apport CPF ou quoi pour compléter pour une formation, pour un élément spécifique qui va les intéresser que tu le fasses et tout. Mais souvent, du coup, c'est des sociétés qui ont déjà une taille assez importante dans ce cas-là. Demain, ouais, je suis en distanciel. Ouais. Et du coup, là, les AIS, ils sont là ils sont là jusqu'à quand, du coup? 14 janvier. Et eux, ils passent d'accord, un petit peu après. Ouais, moi, les TSR, les TSSR, oui, ils passent le 6, à partir du 6. Et après, normalement, il y a une session qui commence le 13, en TSSR. Hein? Ouais, AIS, c'est un peu décalé, parce que là, ils voulaient pas commencer deux sessions simultanément. C'est pour la paperasse et tout, je crois que c'est. Ouais, du coup, le 26-27, éventuellement, tu as des gens qui sont là ou pas? Des AIS en distanciel. D'accord. Bah, moi, je vais venir parce qu'il faut que je prépare le plateau. Donc, si éventuellement il y avait un coup de main potentiel à côté, bon, je vais me débrouiller sans. De toute façon, je vais faire un clone, je vais préparer une machine et je vais la cloner, hein. Lundi, je suis là, oui. Lundi, mardi. De toute façon, je vais pas m'embêter, je vais préparer un portable, je vais le cloner. Oui, c'est ça. Juste copier le VM, c'est ça, hein? Oui. Ajustement réseau, je crois. Ouais, il y a deux, trois trucs, donc c'est pour ça. Bon. Mais bon, c'était juste par curiosité, mais t'embête pas. Je vois comment je m'organise. C'est vrai. Oui, pardon. On disait, du coup. Oui, les sociétés avec les formations internes, bah ça après ça dépend de chaque société, quoi. Oui, Mais souvent ça va pas être forcément les petites sociétés, ou alors les petites sociétés, non, les grandes ça va sociétés, pas être une vraie formation, ils vont te former sur le tas. Du coup, on en est interne, formé mais sur le tas. sur les trucs qui vont travailler dessus. Ça C'est ça. dépend des sociétés aussi, parce qu'il y a des gens Oui. ils ont besoin des techniciens pour surveiller leur système, c'est tout. Hmm. Et parfois, il y a du boulot, parce que, il y a un dépannage ou une mise à jour ou un Hmm. truc à modifier, et là, il faut même bosser la nuit. Ouais. Ah, il suffit aussi, par exemple, que tu fasses. C'est une blague un peu de développeurs et de réseau, mais qui est pas fausse ou quoi. C'est de pas mettre l'histoire de pas mettre en production le vendredi après-midi, quoi. Parce que là, en général, du coup, tu peux oublier des fois, tu peux oublier ton week-end dans ces cas-là. Parce que souvent, c'est là, du coup, c'est le moment où ça va planter. Et c'est là que tu vas plus voir personne. Même les pirates, c'est bien ce moment qu'il n'y a personne, ils profitent pour attaquer les Hmm, sociétés. aussi. Donc, mais souvent, c'est pour ça que les productions sont plutôt faites en début de semaine, mais pas le vendredi, normalement, en théorie. Mais,
Là, je sais pas, j'ai pas regardé, mais j'ai un groupe sur Facebook qui est pas mal comme ça, sur des mèmes informatiques et tout. Et des fois, il y a des trucs, tu te dis, ah oui, effectivement, c'est bien, hein. C'est bien comme ça. Euh, Et demain, c'est ouvert la salle. Normalement, attends, la pattern, logiquement, j'aurais été enseigné. Oui, Et demain, on va faire des exercices. on va déjà corriger le questionnaire, déjà pour être sûr, et puis après je vais voir un petit peu sur quoi. Le réseau, on l'avait corrigé, je vais voir sur quoi je vous mets, ou s'il y a des points à voir, on va. Et les collections, vous allez mettre sur le drive. Là, Collection. la correction, oui, là je vais la mettre sur le drive. Je vais utiliser le fichier d'origine et puis je vais aller le remettre sur le drive en mettant correction. Bon, à demain. Merci. Ouais. Attends, c'est ce groupe-là.
Ok, alors ça c'est questionnaire, fichier, enregistrer sous. On peut le revoir. Salut, je suis à vendredi. Non, pas vendredi, je suis pas là. Questionnaire, mais Bonjour, bienvenue chez Orange. Pour connaître le tarif de cet appel et les autres mentions légales, tarif. Merci de composer sur votre clavier ou d'énoncer 2 par 2 les 10 chiffres du numéro de ligne de mobile Orange concerné par votre demande. Si vous n'êtes pas encore client Orange, appuyez sur étoile. J'ai compris que vous appelez pour le 01 46 81 06 69. Est-ce bien cela? Oui? oui, D'accord. En quelques mots, quelle est la raison de votre appel? Je vous écoute. résiliation. Le saviez-vous? Orange a été élu service client de l'année 2025 dans la catégorie solutions communicantes pour les particuliers. Merci de votre confiance. Informe que dans le cadre de sa démarche de qualité de service, cet appel peut éventuellement être enregistré. Bonjour, bienvenue chez Orange. Céline à votre écoute. Oui, bonjour, attendez, j'enlève le haut-parleur. Oui, bonjour. Donc je suis bien au service de résiliation? C'est pour une résiliation. Oui, c'est bien ça. En fait, c'est une offre open fibre. 01 46 81 06 69. C'est bien ça. Huguette Chauveau. Parce qu'en fait, la personne vient de décéder. Merci. Oui, parce que normalement, je pense pas. De toute façon, après, les comptes vont être bloqués de toute façon. Donc,
Non, non, parce que là, de toute façon, elle était locataire et tout, donc bah, ce qu'il y a, c'est que le téléphone, on l'a. De toute façon, ça va pas couper instantanément, je pense. Je sais pas quelle était la date anniversaire. Sous 14 jours. D'accord. Parce que la date anniversaire, c'est quand la facturation? D'accord. Ouais, non, je pense pas, parce que c'est la facture, c'était de création, je crois que c'était 2018. Non, normalement, celle-ci, ça a déjà été demandé, la résiliation sur la ligne fixe. Oui, ça m'a mère du coup. Oui, oui. Non, non, la ligne fixe, normalement, c'est déjà traité. Je crois que c'est coupé, ça sera coupé le 22, quelque chose comme ça. De toute façon, même de toute façon, après, vous auriez pas pu prélever, puisque comme ça va être bloqué, donc autant résilier proprement. Mhm. Bah, qu'est-ce qu'il y a à faire est-ce qu'il y a le notaire a vraiment besoin ou pas pour la résiliation? D'accord, bah ça, certificat de décès, vous avez qu'à me l'envoyer à moi. De toute façon, je l'aurai vendredi. Je l'aurai que vendredi, de toute façon. Mais au moins, si j'ai déjà le document, au moins. Alors, Stanislas, le nom Emer, pardon. H-E-2-M-E-R. Stanislas. Stanislas. Oui, 76 rue de Paris, 77 200 Torcy. Parce que du coup, le dossier, vous l'envoyez par courrier, c'est ça? Hmm. Alors, Stanhp, P comme Patrick, oui, arrobase free.fr. Non, 06 33 91 41 96. Ça doit être ce que vous voyez peut-être affiché. Je vous le redonne. Oui, 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 c'est ça. Arrobase, c'est ça. 77 200. 76. Il n'y a pas de souci.